Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-8 Société, un nouveau numéro ici à l'auditorium de la Batterie à Guyancourt à l'occasion de la conférence Première année et premier lien en compagnie de Catherine Dolto. C'est toujours intéressant de pouvoir profiter d'une conférence d'une personne aussi renommée concernant les petits-enfants. Françoise Dolto est assez connue et je pense que voilà, Catherine Dolto du coup reprend les rênes et porte des messages assez positifs en termes d'éducation. Je suis venue assister à cette conférence parce que je connais Catherine Dolto en tant qu'enseignante avec les livres qu'elle écrit à destination des enfants. Et puis aussi depuis très longtemps, puisque c'était quand j'étais enceinte et qu'elle avait parlé beaucoup de la méthode de l'aptonomie. À l'époque, c'était complètement expérimental et ça a été absolument génial, les relations qu'on a pu avoir avec le bébé qu'on attendait tous les deux. Moi-même, on m'a expliqué comment approcher ma main du ventre et comment faire bouger l'enfant. Et donc, c'était très important que le père participe. J'ai 2 enfants en bas âge, 4 ans et 15 mois. Et je viens justement pour avoir quelques pistes qui peuvent aider quand on éduque ses enfants, essayer de le faire le plus en douceur possible. Bonjour Catherine Dolto, vous êtes médecin et aptothérapeute, vous êtes la fille de Françoise Dolto et Boris Dolto, psychanalyste et pédiatre qui a été très connue dans notre pays, une célébrité qu'elle doit à ses ouvrages et les émissions radio auxquelles elle participait, notamment l'émission de radio Lorsque l'enfant paraît sur France Inter, vous l'aidiez pour cette émission. Votre mère sensibilisa le public que l'enfant, dès son plus jeune âge, est un sujet à part entière à en devenir. Il est essentiel de communiquer, de parler vrai avec ses enfants. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je vous signale qu'une bande dessinée va sortir sur cette émission qui s'appelle L'Onde Dolto. C'est amusant ce que vous dites parce que maintenant, tous les neuroscientifiques prouvent que ce qu'elle disait était vrai, mais ils oublient de dire qu'elle le disait déjà dès 1939, par exemple, qu'il fallait absolument s'adresser à un bébé et qu'il avait l'entendement, on ne sait pas comment, mais que ça faisait sens pour lui. Parler vrai. Prenons un cas concret des parents qui divorcent. Est-ce qu'on doit tout dire à l'enfant ? On doit tout dire de ce qui le regarde. Tout ne le regarde pas. L'essentiel, c'est nous ne pouvons plus vivre ensemble. Nous nous aimons pas assez pour vivre ensemble. Mais nous resterons toujours tous les deux tes parents. Dans ton cœur, on n'est pas séparables. Des choses comme ça. Mais d'aller lui raconter, ton père avait une maîtresse, etc., ça n'a aucun sens. C'est ça qui a été tellement mal compris et dévoyé, c'est que dire la vérité, c'est pas dire tout. Donc on laisse aux parents une part de vie privée. Heureusement. Vous animez une conférence Première année, premier lien. Vous partagez la méthode Dolto, la pédagogie. Vous vous attendiez à ce que ce soit encore d'actualité ? Oh ben bien sûr. De toute façon, actuellement, on est en train de découvrir des choses que non seulement ma mère, mais l'aptonomie que je pratique, moi, disent depuis 60 ans. Alors, tout d'un coup, les gens, comme c'est scientifiquement prouvé, les gens, du coup, nous écoutent et nous regardent un peu plus. C'est donc un héritage ? Mais non. Vous avez fait des modifications, des évolutions. Mais l'aptonomie, ça n'est pas François Dolto, c'est Franz Wellmann. Bon, moi, j'ai choisi de ne pas être psychanalyste et j'ai choisi de me consacrer à l'aptonomie qui est la science de l'affectivité. Bien sûr que j'y vais en apportant tout le bagage de ce que j'ai reçu en travaillant avec ma mère, mais c'est pas du tout d'elle que ça vient. Ce qui me vient d'elle, c'est mon expérience, ma connaissance, ma certitude de l'enfant sujet et intelligent, et un certain art de faire avec. Mais tout le travail aptonomique, c'est autre chose. Et ma grande chance, c'est d'avoir rencontré une pratique avec l'aptonomie où je peux utiliser tout ce que j'ai reçu, non seulement de ma mère, mais de mon père, qui était un grand médecin de médecine physique, d'ostéopathie, etc., de rhumatologie, de kinésithérapie. Et donc, je fais une synthèse de ce que j'ai reçu de ces deux-là dans l'aptonomie, qui est autre chose. Et donc vous êtes aptothérapeute, vous accompagnez les parents lors de la grossesse et les bébés pendant la première année de leur vie. On conditionne, entre guillemets, l'enfant dès la grossesse ? Évidemment que le mot conditionner, je ne peux pas l'accepter. Oui, parce que maintenant on sait que l'enfant, dans la vie prénatale, il est poreux.
Il est en quête déjà de sens et de relation. Donc si on entre en communication avec lui, ça nourrit l'affectif, qui a besoin d'être nourri, comme l'intellect, et ça lui permet de frayer des circuits neuronaux qui sinon resteraient en friche. Et ça fait des enfants qui arrivent avec beaucoup plus de sécurité de base à leur naissance. Et comme je suis psychothérapeute, apto-psychothérapeute, j'ai comme patients aussi des adolescents, des adultes, des gens âgés, et je vois les effets de la vie prénatale et de la naissance tout au long de la vie, tout au long de la trajectoire de vie. Ce moment fondateur de l'enracinement dans la vie prénatale, dans les premiers mois de vie, dans l'acte de naître, va influencer toute la trajectoire sur le plan à la fois psychique, affectif et physique. Et justement, c'est prouvé. Et justement, quels sont les effets prouvés ? Alors, les effets prouvés, ce sont des enfants plus calmes, plus tranquilles, très sereins, qui ne pleurent pas pour un oui, pour un non, qui sont souriants et qui sont paisibles. Et après, ça fait un développement, parce qu'il y a un travail postnatal indispensable, ça fait des enfants qui sont beaucoup plus en confiance, beaucoup plus... Ça fait des gens qui ont un goût d'être présents au monde et d'échanger. Alors, quand je dis prouver, c'est qu'il existe l'épigénétique. C'est le fait que ce qui se passe dans la vie des petits, prénatalement, pendant la naissance et après, va leur faire modifier le patrimoine génétique qu'ils ont reçu à la naissance. Et ça, c'est archi prouvé chez les petits rats, chez les humains, partout. Les traumatismes précoces, même le traumatisme chez le rat mâle avant la conception, va influer sur sa descendance. Et on sait que pour les enfants, c'est la même chose. Donc maintenant, on se dit, comment se fait-il qu'on n'ait pas ce souci de prévention en accueillant mieux les parents avant la naissance, en ayant un grand souci de ce qu'on leur fait vivre pendant la naissance et dans les premiers mois de vie, puisqu'on sait que l'enfant ne va pas utiliser son patrimoine génétique de la même façon s'il a été porté par une mère rassurée, en sécurité, ou par une mère anxieuse. Et quelles seraient les modifications justement à apporter, selon vous, pour que cet enfant soit plus en confiance, que l'affectif joue un rôle dans le développement donc, de l'enfant, son éducation et dans le déploiement du coup de son intelligence ? C'est impossible de répondre vite à cette question. Le fil rouge, c'est la sécurité affective. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être qui met très longtemps à sortir du nid. Nous sommes nidicoles. Donc l'être humain, et il a un cortex qui fait qu'il pense tout le temps. Donc l'être humain se construit dans la dépendance et dans la peur d'être abandonné, tout le temps. Donc un cerveau humain, ça fonctionne toujours avec en premier... Dès qu'il se passe quelque chose, je suis en sécurité ou pas ? Je suis menacé ou pas ? Peur, pas peur. Et en fonction de ça, il va penser. Il va créer, il va articuler des idées, etc. Donc, la sécurité affective, pour une femme enceinte, c'est d'être accueillie, de pouvoir être arrêtée si elle est trop fatiguée, si elle a mal, etc. D'être comprise avec tout ce que ça a de particulier sur son milieu de travail, de voir son médecin, sa sage-femme en ayant du temps, en passant pas 1h30 assise sur un petit banc, etc. Et de pouvoir se sentir en confiance et d'être accompagné par le père de l'enfant si possible. L'enfant est un être en construction, mais il ne peut pas se développer correctement sans l'éducation des parents, donc sans l'autorité. Quels conseils donnez-vous à des parents qui ne savent plus trop comment s'y prendre avec leurs enfants, où l'autorité est par exemple source de conflits ? Là aussi, vous me posez des questions, il faudrait 1 heure. Il y a 2 choses. Il y a toujours faire sentir à l'enfant qu'à la fois nous sommes égaux, mais qu'en même temps il y a une asymétrie. Il y a les grands et il y a les petits. D'accord. Il y a les parents et les enfants. Donc un enfant doit être contenu. Il y a plein de choses à faire, il y a écouter, essayer toujours de comprendre du point de vue de l'enfant pourquoi. Et faire la différence entre l'agressivité saine, qui est l'agrédior, qui est cette grande vitalité qui fait qu'un enfant qui va bien jusqu'à 6 ans, ça fait du désordre, du bruit et ça dérange. Et une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas demander à un enfant petit de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit, au moins jusqu'à 4 ans, ou d'être capable de maîtriser cette espèce d'orage pulsionnel que les méchants appellent des caprices, qui est une espèce d'éruption volcanique dont il est le siège. Il n'a pas jusqu'à 4 ans, son cerveau ne lui permet pas. Donc essayer de le raisonner, de le culpabiliser d'être trop vivant, ça fait que cette agressivité saine,
ce trop de vie, il va le retourner soit contre lui, soit contre les autres, en vraie agressivité. Donc c'est tout un monde. Et certains enfants, justement, montrent des signes d'agressivité. Ils mordent, ils frappent, ils tapent. Comment réagir quand on est parent? Mais justement, c'est bien de comprendre que c'est de l'agrédior, c'est-à-dire la version saine de l'agressivité. Les enfants souvent mordent, soit parce qu'on les embrasse trop sur le visage, ou qu'ils se sentent dévorés, soit dans la phase où ils ont beaucoup de choses qu'ils voudraient dire, qu'ils ne savent pas encore parler, et qui confondent dévorer l'autre, ou bien dire très fort, et le baiser devient morsure. Ce n'est jamais mal ou pour faire du mal qu'un enfant mord. Toutes ces choses-là, ça se parle. Ça suffit pas d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Il faut être humanisé, c'est-à-dire que des adultes bienveillants mais bien contenants nous permettent de peu à peu être plus forts que nos forces pulsionnelles de mammifères qui veut renoncer à rien. C'est ça l'éducation. Donc les parents doivent faire preuve d'autorité, mais également laisser à l'enfant aussi un espace libre. Oui, d'abord ne pas les harceler avec le temps. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut du temps pour penser. Et les enfants ont besoin de temps. Et donc, bien sûr, il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Contenir, c'est pas la même chose que cadrer. Donc, contenir, c'est donner de l'autorité en rassurant et en étant respectueux de la personne de l'enfant, mais jamais humiliant. Et en essayant toujours de comprendre quelle était son intention. Parlons à présent de l'évolution de l'enfant vers l'adolescence. Vous parlez du complexe du homard. Oui, ça c'est ma mère qui avait eu cette idée. Pour définir la crise de l'adolescence, une métaphore expliquée dans un ouvrage intitulé « Paroles pour adolescents ou le complexe du homard », dont la particularité est d'être destiné aux adolescents eux-mêmes. C'était le premier. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été un énorme succès. Personne ne s'adressait aux adolescents eux-mêmes. Alors, le complexe du homard, c'était une jolie métaphore pour dire que quand on change beaucoup physiquement, les homards, il faut qu'ils changent de carapace. Et donc, ils s'extraient de la leur, ce qui en soi est dangereux. Certains en meurent. Et pendant un certain nombre d'heures, ils attendent que la nouvelle carapace ait durci. Et à ce moment-là, ils sont très vulnérables. Et il paraît que les congres et les autres poissons savent que dans ce moment-là, le homard est facile à manger et les guette. Et dans la vie d'un adolescent, il y a énormément de congres et ils sont en particulier dans les réseaux sociaux. Et dernier point avant de clôturer notre entretien, vous animez donc une conférence devant des parents en majorité. Justement, quel est le rôle du père et de la mère dans la bonne évolution d'un enfant ? Mais vous posez que des questions, il faudrait un temps fou pour répondre. D'abord, il faut toujours se dire que les pères ne sont pas des mères et que les mères ne sont pas des pères. L'enfant a idéalement besoin des deux. C'est très très difficile d'élever un enfant seul. Vraiment, je conseille ça à personne. Bon, et donc le rôle, c'est d'humaniser, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a des manifestations comme la morsure ou le coup, dire non, chez nous les humains, on ne fait pas ça, on parle. Et c'est de s'adresser à l'enfant en lui parlant le plus vrai possible des lois des humains, les grandes lois des humains. La première, qu'on dit jamais assez souvent, c'est l'interdit de l'inceste, qui doit être dit très tôt, puisque les enfants, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, ont un flambage édipien et vont essayer de faire des problèmes dans le couple. Et si jamais un des parents est un peu dans la séduction ou ça n'explique pas ça, tout de suite, ça prend des proportions énormes. Donc dire la loi, dans le fond, ce qu'on a à transmettre à un enfant, chacun de notre place, le père et la mère, c'est que pour vivre ensemble, le prix que nous payons, nous les mammifères, c'est que personne ne fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Et que ça, il faut l'accepter. Merci Catherine Dolto d'avoir participé à ce 7-8 Société. Merci à vous. Très belle soirée sur TV78.